Général, je vous vois... Non, mais tout le monde ne peut que dire que Mme Verdier-Molinier a raison sur ce qui devrait être fait, mais il faut bien comprendre qu'il y a des indicateurs qui révèlent qu'on est très loin de la possibilité de faire payer aux familles ce qui s'est passé. Regardons le recouvrement des amendes. Il est inférieur à 25% dans ces zones-là. Regardons également le défaut d'assurance. Donc on est dans une société, mais qui aujourd'hui est juxtaposée à la nôtre et que nous ne contrôlons plus. C'est-à-dire que là, je crois qu'au travers de ce qui s'est passé, c'est vraiment le moment de véritablement essayer de comprendre ce qui se passe, faire un état des lieux et d'apporter les vraies réponses. Essayez de la France, pardonnez-moi, c'est pas démagogue, mais qui se lève tôt va penser de ce que nous sommes en train de... Elle n'en peut plus. Donc elle ne peut plus entendre ce discours d'un nouveau plan banlieue. Il faut arrêter, il faut complètement changer de logiciel. Dès le début des années 80, on a donné de l'argent, effectivement, plus de 100 milliards, enfin on n'en peut plus. Et effectivement, il y a aussi cette impunité, parce qu'il n'y a pas cette démarche de faire payer les parents, parce qu'ils sont insolvables. C'est ça le problème. Par contre, moi ce que j'appelle, c'est que tout simplement on touche aux allocations familiales. Aujourd'hui, on a des aides même qui s'additionnent. Je vous l'ai déjà dit sur votre plateau. Vous avez des personnes aujourd'hui, j'ai des travailleurs sociaux qui me disent, moi j'ai 1 300 € par mois, et en face de moi, j'ai des personnes qui additionnent les aides qui arrivent à 2 000 €. Aujourd'hui, il faut remettre le logiciel à plat, il faut complètement modifier les choses, il faut avoir une autre manière d'aborder sa question. Mais qui va l'avoir ? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron... Avec fermeté, autorité, ce qui s'est passé... Excusez-moi, Général. Ce qui s'est passé... Sonia, est extrêmement grave. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qui s'est passé quand même. Et que moi, j'ai vu des scènes de pillage où vous aviez même des habitants des quartiers qui venaient piller. Et même, il y avait des parents. Savez, excuse-moi, il y avait même des parents qui participaient. Aujourd'hui, des mères de famille. Il faut absolument arrêter de faire du misérabilisme. En France, on ne meurt pas de faim. Ce n'est pas des quartiers qui sont paupérisés. Moi, j'ai travaillé à Trappes, j'ai travaillé à Mantes-la-Jolie, Chantelet-les-Vignes, Dreux, etc. Écoutez, c'est une armada de services qu'on a mis en place. C'est un pognon de dingue, il faut le dire. C'est le tout gratuit. Peut-être que c'est ça aussi notre problème. C'est qu'à un moment, il y a des droits, mais il y a surtout des devoirs. Et quand vous avez raison, mais ce discours n'imprime plus. Quand un pays est souverain, il transmet une autorité qui fait que l'ensemble des personnes respectent le régalien, respectent la police, Général, il nous reste quelques minutes pour Agnès Verdier-Molinier. Je suis totalement d'accord. On est à la croisée des chemins. Je crois que si on ne prend pas les mesures qui s'imposent avec une mise à plat vraiment globale et radicale de tout le système, bien on va vers cette guerre civile. Général, le président de la République veut prendre son temps. Il peut prendre son temps, mais derrière, je vous dis, je rencontre... Il y a les deux discours. Il y a le discours lorsqu'on rencontre les gens en privé et ils disent ce qu'ils pensent. Et puis quand ils sont sur des plateaux, eh bien ils musellent leurs paroles. Donc c'est la falsification des préférences. C'est un concept qui est très intéressant, où il y a un tel coût social à dire ce que l'on pense que les gens se taisent. C'est ce qu'a décrit hier dans Le Figaro l'historien essayiste Georges Bensoussan, qui a dit que le procès en extrême droitisation a empêché beaucoup de peindre le vrai tableau de la France. Toute cette incantation Même si depuis des décennies, des gens alertent sur cette situation, donc c'est pas nouveau. Toute cette incantation qui traite d'extrémisme, les attentes des classes populaires, au-delà des origines d'ailleurs, parce que moi je prends le taxi, j'ai des conducteurs qui sont de toute origine, qui sont effarés par ce qui se passe dans ce pays. Donc ce qui est effarant, c'est que l'incapacité du politique depuis 40 ans, parce que cette dégradation, elle n'est pas nouvelle. Je le dis souvent, moi, ma première affectation, c'est en banlieue lyonnaise, donc entre Vaux-et-Velin et les Minguettes. Les policiers, les gendarmes, tous ont fait le même constat. Et depuis, c'est le laisser-faire. C'est comme quand vous prenez comme la carte des violences, elle colle quand même à la carte d'une densité d'immigration plus élevée qu'ailleurs. Depuis le 10 juillet 2019, c'est interdit les claques. Vous savez ce qui s'est passé le 10 juillet 2019, date de la promulgation de la loi relative à l'interdiction de violences éducatives ordinaires, qui précise que l'autorité des parents doit s'exercer sans violence physique et psychologique. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Polémique autour de ce qu'a dit le préfet, général, et comme quoi c'était une forme d'appel à la violence sur enfants. Écoutez, ce préfet est courageux, c'est du bon sens premier, mais du bon sens à la philosophie, puisqu'on cite beaucoup Hannah Arendt qui disait « Affranchis de l'autorité des adultes, les enfants sont soit livrés à eux-mêmes, soit livrés à la tyrannie de leur groupe. » Bon, en fait, très concret et très réaliste, un gamin de 14 ans que le père va morigéner,
ça fait partie de la nature des choses. Bon, on a voulu inventer une société aseptisée, totalement déconnectée du réel, poursuivre des parents, un père de famille parce qu'il va donner une claque à un de ses garçons parce qu'il a volé ou il a dealé, etc. Mais où voulons-nous aller? Ce qui se cache derrière cette phrase de deux claques et au lit, qui effectivement est une métaphore, c'est en finir avec la culture de l'enfant roi. C'est ça, surtout ça. Oui, mais alors là, l'éducation positive et la culture de l'enfant roi. Oui, non, mais je vous rejoins tout à fait. En fait, au travers de ça, il faudrait tourner la page de 50 ans de « Il est interdit d'interdire ». Nombre de sociologues, dès les années 70, c'est intéressant de lire Michel Clouscar, puis il y a un ouvrage très intéressant, l'univers contestationnel de Béla Grunberger et Janine Chatzky-Smirkel, qui déjà mettait en avant l'avènement de l'individu roi. Michel Clouscar évoquait cet humanoïde errant dans le vide d'un environnement hédoniste et faussement universaliste. Bon, on est en plein là-dedans. Donc la question, elle est politique, mais elle est également philosophique. Je vais vous dire. Donc en fait, arrêtons de... Moi, je veux bien ces familles-là, mais en fait, qu'est-ce qu'on a construit? On a déconstruit depuis 50 ans. Donc en fait, ils viennent dans une société qui se caractérise par le vide, par l'errance, par la perte de référence. C'est énorme parce que d'abord, ils ont un passé colonial, il y a eu un empire. C'est un empire très dur. Depuis 1580. Ils ont une tradition esclavagiste. Bien sûr. Et deuxièmement, quand on regarde ce qui est la réalité donc de la Turquie aujourd'hui, où plus de 100 000 personnes sont incarcérées, les intellectuels, des opposants journalistes, des magistrats, etc. Un président qui nie le génocide arménien, etc. La liste est longue. Mais il n'y a plus de limite, comme il n'y a plus de limite du gouvernement algérien quand il nous donne des leçons. Bon, là, ça dépasse l'entendement. Maintenant, on a été faible avec ces gens-là. Maintenant, il faut quand même qu'on soit cohérent. Quand Erdogan faisait sa campagne en France et qu'il était au zénith à Strasbourg, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, où ils encourageaient l'émigration, les émigrants, les Turcs vivant en France, à surtout ne pas s'assimiler, et qu'on ne faisait rien, qu'on était d'une passivité, honte à nos politiques depuis des années. Cette soumission, cette passivité que nous avons... Soumission, vous dites, oui. Une véritable soumission. Quant à l'Algérie, moi, on a le plus grand respect pour ce pays. Il a mis en garde, le président algérien lui-même, mis en garde sur ce qui est en train de se passer par rapport à la mort de le sort des Berbères, quand on voit le sort de l'intelligentsia, c'est pas moi qui le dis, Kamel Daoud, Oualem Sansal, etc. Donc... mais ce qui est dramatique... Oui. Mais on a laissé faire. Ce qui est dramatique, cette accusation que la France et l'État français seraient racistes, institutionnellement, administrativement, c'est une conviction très largement partagée sur les réseaux sociaux par tous les jeunes en Afrique, au Moyen-Orient, dans le monde arabe. Moi, j'ai des remontées dramatiques depuis la mort du jeune Naël. C'est la conviction qui est la plus partagée. La France, mais qui a initié ça? La police française a tué un jeune parce qu'il était algérien. C'est ça qui se dit. Écoutez, et c'est absolument dramatique. Je vous rejoins. J'étais en Afrique, j'étais au Burkina il y a encore 15 jours, Burkina Faso, dans le sud. Bon, j'écoute, et quand vous parlez des réseaux sociaux, mais qui a initié cette haine de la France? Ce ne sont pas les Africains, ce n'est pas les gens du Proche-Orient. C'est 40 ans ou 50 ans de travail, de sape, d'une partie de notre éducation nationale. Moi, j'ai un proche parent qui est professeur d'histoire, qui enseigne l'amour de la France au travers de sa matière, le dit roman national, mais également en ayant une vision objective. Tout n'a pas été forcément positif. Il me dit, je suis isolé dans le corps professoral. Donc, avant d'en vouloir à ceux qui viennent, commençons déjà à faire notre véritable examen de conscience. Mais je voudrais quand même qu'on s'attarde sur cette une de Libération. Autant on peut se poser des questions. Il faut se poser des questions sur l'institution policière. Il y a des personnes, comme dans toute, malheureusement, collectivité, qui peuvent être racistes individuellement, qui peuvent être xénophobes individuellement. Mais demander aujourd'hui que faire de la police avec un édito où il est dit que l'institution dysfonctionne, toute l'institution, du point de vue du journaliste, de l'éditorialiste. Et il enchaîne sur le racisme qui gangrène la police. C'est-à-dire, c'est fini. Ça a métastasé, c'est une gangrène. Donc, vous avez un château de cartes qui est en train de s'écrouler. Donc, c'est pas, il dit pas même beaucoup de policiers, il dit toute l'institution. Mais c'est même plus c'est très intéressant parce que c'est même plus du journalisme. Excusez-moi, mais les journalistes doivent vérifier leurs informations. Lorsqu'ils parlent de racisme systémique au sein de l'institution, prenons les chiffres. Dernier rapport de l'IGPN, 2022, juillet 2022. Oui, à ce moment-là, on peut tout remettre en cause. 51 enquêtes
pour des allégations d'injures à caractère raciste ou discriminatoire. 51 enquêtes de l'IGPN sur plusieurs millions d'interventions. 51 enquêtes. C'est très paradoxal. Est-ce qu'on peut parler de racisme systémique au sein de l'institution? Alors, c'est d'autant plus paradoxal que ce sont des institutions, je parle également de la gendarmerie, qui recrutent donc des jeunes qui viennent de toute origine. Je vois la gendarmerie, depuis des années, on a des jeunes d'origine maghrébine ou africaine, etc. Mais ils se font insulter, ces jeunes, malheureusement. Non, sachant d'ailleurs que le fait de l'origine importe peu, on s'en fout complètement. Il est gendarme, il est policier, les armées donc également sont un véritable creuset de cette citoyenneté. Alors maintenant, la grande question, que faire de la police, c'est une question qu'il faut poser de façon plus large. Que faire de la sécurité en France? Est-ce qu'il n'y a pas eu de libération? Enfin, c'est une question subsidiaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas, très sérieusement, accusé l'institution sécuritaire policière de racisme, c'est scandaleux. Mais écoutez, qu'a répondu Emmanuel Macron à M. Erdogan? Est-ce qu'il y a une réponse? Il se voit la semaine prochaine pour le sommet de l'OTAN. Ils vont pouvoir en parler. Là, avant le sommet de l'OTAN, est-ce qu'il y a une réponse officielle de la part du Quai d'Orsay? Non. Enfin, on attend plutôt une réponse peut-être de la part du Quai d'Orsay que du président de la République. Après, est-ce qu'il faut apporter une réponse à ce type de propos tenus par des représentants étrangers? Je ne sais pas, puisque in fine, ils ne font pas de la géopolitique, ils font de la politique nationale. Ils parlent à qui, Erdogan? Pardonnez-nous, nous on l'a fait quand il s'agissait de faire un sujet de l'immigration en donnant des leçons à l'Italie. On a préféré se mettre en guerre avec Mme Mélanie. On faisait de la politique nationale. On faisait de la politique nationale. Lorsque Gérald Darmanin critique Giorgia Meloni, il fait de la politique nationale. Non, mais Erdogan, il fait de la politique française. Il faut savoir que les Turcs de France ont voté très majoritairement pour Erdogan à la dernière élection présidentielle. Beaucoup plus que les Turcs de Turquie. Mais ils sont sous contrôle. Ils sont sous contrôle des services secrets. Et est-ce qu'il a répondu des services secrets turcs. Ils sont sous contrôle des services secrets turcs. Vous avez, quand on parle de la puissance, il faut lire Raymond Aron. C'est le préalable de tout pays, de tout État, d'affirmer sa puissance. Bien. Donc nous sommes dans la volonté d'impuissance. Est-ce qu'on peut dire à situation exceptionnelle, d'une gravité exceptionnelle, réponse ferme, en tous les cas, celle que beaucoup attendent, Général? Alors, il y a eu quand même 334 écrous, donc ce qui est quand même très important. Après, on va se heurter à l'insuffisance de place dans les prisons. Mais je pense qu'au niveau de la justice, c'est important parce qu'on fait souvent le procès de la justice. Je connais le nombre de magistrats. Alors, bien sûr, magistrats, oui. Il y a... Non, il y a le syndicat de la magistrature dont on connaît l'ancrage, l'ADN idéologique, et qui a une responsabilité énorme dans ce qui s'est passé depuis 40 ans ou 50 ans, sachant que c'était un discours ouvert. L'idéologie était affichée, assumée, etc. Mais il y a beaucoup de magistrats qui font leur travail, la majorité d'entre eux, mais qui vont se heurter une fois de plus à un manque de greffiers, manque de place dans les prisons, l'effort, alors qui a été quand même entamé depuis quelques années. Face à ces événements. Il y a de la fermeté, mais je crois que de toute façon, quand on dit qu'on est à la croisée des chemins, il n'y a pas de logique de l'état de droit sans réengagement de la justice. Et la réponse sécuritaire, elle est utile. Là, il y a eu un déploiement massif, il n'y avait pas d'alternative. Il fallait que les gendarmes et les policiers occupent le terrain. D'ailleurs, ils n'ont pas occupé tout le terrain parce qu'ils Montargis, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc là aussi, ça posera ça suscite une question. Qu'est-ce qui s'est passé à Montargis? Le centre de Montargis a été ravagé et les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir. C'est-à-dire que là aussi, je voudrais simplement insister sur le fait que c'est une crise qui va au-delà de celle de 2005. C'est une crise où nombre de commerces n'ont pas pu être protégés. Alors les forces se sont concentrées sur ce qui semble être essentiel, disons, les centres de gravité politique, les symboles, mais on ne remet pas en cause le courage des gendarmes et des policiers, mais c'est extrêmement intéressant en ce sens qu'on est aux limites capacitaires. Et il y a des choix qui ont été faits. Écoutez-moi, sûr que votre seule réponse est policière, sécuritaire, judiciaire. C'est sociétal. Alors dans c'est ce cas-là, le point de départ. Si on dit qu'il y a un manque d'autorité dans notre pays, non, mais écoutez, il faut bien que la réponse est éducative, elle est migratoire. Je crois qu'il faut écouter les gens de terrain. Bon, ce pays est à bout de souffle. Sauf pour plusieurs raisons. C'est un pays qui démontre une très grande faiblesse. Commençons déjà par contrôler nos flux migratoires. Ce n'est pas à faire de la polémique de dire qu'on est dans l'illusion de ce point de vue et que toutes ces populations qui arrivent, il faut qu'elles rentrent dans le cycle de l'assimilation, il faut qu'elles soient éduquées, il faut qu'elles soient soutenues, etc. Donc nous sommes aux limites de notre capacité, ça a été dit et redit. Or, nous ne contrôlons pas nos frontières. Je défie toute personne honnête d'aller voir ce qui se passe.
et d'écouter les gendarmes et policiers de terrain. Deuxièmement, il y a un rendez-vous idéologique qui est celui de l'éducation nationale. Bon, c'est la mère de toutes les batailles. On l'a dit et redit. Quand Libération dit que faire de la police, Libération devrait poser la question que faire de la France. Et ça, c'est une question qui doit être posée à chaque acteur, et notamment au sein de l'éducation nationale. Au sein de l'éducation nationale, il y a une réalité qui est celle d'un enseignement qui est de plus en plus contesté. Or, nous ne devons plus... Et ce n'est pas en mettant des milliers de forces de l'ordre dans la rue que vous allez résoudre ça. C'est-à-dire que, comment voulez-vous que... Vous avez parlé d'assimilation générale, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais dès les débuts des années 80, c'était devenu un mot tabou. Oui, parce que la gauche a fait une pression. Ensuite, on a parlé d'intégration, répression. Ensuite, à l'école, mais je suis d'accord avec vous. Moi, quand je suis arrivée en France, à 8 ans et demi, je récitais mes ancêtres les Gaulois, sans que ça me pose des problèmes. Allez vérifier si aujourd'hui, en primaire, on dit nos ancêtres les Gaulois. Parce que, encore une fois, on a fait une lecture culturelle en voulant laisser ces gens-là venez comme vous êtes. Donc, vous êtes en train de dire que le combat est idéologique, mais culturel. Bien sûr, il est idéologique depuis 40 ans. Vous devez vous amener à cela. Général, comment vous voulez gagner la bataille de l'éducation avec une majorité d'enseignants qui pensent comme Libération? Oui. C'est ça le problème. Non, alors attendez. Parce que pas de statistiques sous la main. Non, la réalité, les témoignages sont innombrables. C'est une question centrale. Mais oui, c'est une question centrale. Parce que le travail de sape idéologique que vous dénoncez, fort justement, il a gagné les corps constitués, notamment de l'éducation nationale. Je vous rejoins totalement parce que des hommes de gauche comme Jacques Julliard, voire Régis Debray, et dont Pape Ndiaye, il y a le symbole, sont aujourd'hui contestés. C'est-à-dire que quand on parle du gauchisme culturel, cette façon où une certaine gauche est en train de tuer les idéaux progressistes universalistes. Et d'ailleurs, il y a Stéphanie Rosa qui a écrit un dernier ouvrage très intéressant, La gauche contre les Lumières. C'est-à-dire que vous avez une forme de combinaison de deux facteurs. Un travail de sape, de déconstructionnisme depuis 50 ans. Regardez les instituts d'études politiques. Même le directeur de l'IEP de Lille a dit il y a une minorité, cette minorité dont la pensée n'est pas majoritaire, mais elle est dominante. Et vous avez raison. Et moi, j'étais en fac de lettres, j'étais au campus de Rennes. Et la plupart j'ai passé ma maîtrise d'histoire là-bas, la plupart de ceux qui allaient enseigner étaient plutôt sur cette conception-là. En fait, c'était le pendant du syndicat de la magistrature. Bien. Donc, vous arrivez au constat que le combat est davantage culturel, à long terme, qu'il passe par l'école, qu'il passe par un débat politique aussi public, qu'on peut dire, dans les limites, évidemment, j'allais dire, de la loi et du respect de l'autre, ce qui est la réalité de la France. Et arrêtons de dire que... Sonia, c'est aussi, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est aussi un combat identitaire. L'appartenance commune, s'agréger à la société, parler du monde. Je sais bien, mais parce qu'on ne l'a pas transmis, c'est ça que je vous dis. C'est que ça passe par l'école. Dans le cadre des politiques publiques qui ont été mises en place, je vous le dis, écoutez, on emmenait les gamins faire des voyages dans leur pays d'origine ou de leur montrer le pays dans lequel ils vivent. Et je terminerai en disant que Vincent Jeanbrun, tout le monde est ému par ce qui est arrivé à sa famille, c'est invraisemblable aujourd'hui. Mais quand il parle des banlieues, de soi-disant on n'a pas fait assez ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai commandé une région de gendarmerie qui s'appelle la région de Picardie. Est-il allé dans le nord de l'Aisne, en Thiérache? Est-il allé voir toutes ces zones où il n'y a plus de services publics, où ça a été désindustrialisé, où l'État s'est véritablement retiré? Est-ce qu'il y a pour autant des violences? Donc il y a toute cette France périphérique qui est complètement abandonnée. Alors on se focalise sur des banlieues. Moi, je dis simplement, dans les banlieues, commençons déjà à admettre que dans chaque lycée, il y a une salle Samuel Paty. Ça sera un indicateur très clair pour voir comment évolue cette France. Et quant à l'IB, ce serait bien que l'IB, d'ailleurs, s'empare de ce défi d'honorer la mémoire de Samuel Paty dans l'ensemble des lycées français.